On ouvre le bal ce soir avec le premier ministre Philippe Couillard. Il m'a donné rendez-vous sur la terrasse d'une brasserie montréalaise à 2 jours du déclenchement officiel de la campagne électorale. Monsieur le premier ministre, bonjour. Bonjour Esther. Au moment de réaliser cette entrevue, on est à exactement 48 heures du déclenchement officiel de la campagne électorale. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Confiant, de bonne humeur et je suis prêt. Je suis prêt à faire cette campagne et surtout, je me sens en forme. Est-ce que vous avez quand même certaines appréhensions dans cette campagne? Écoutez, de toute évidence, on ne peut pas tout prévoir dans une campagne électorale. Mais encore une fois, je suis très confiant. La qualité de l'équipe autour de moi m'encourage beaucoup. La qualité de nos candidats, candidates, non seulement le bilan, mais ce qu'on va mettre de l'avant pour la population des Québécois, ça m'encourage beaucoup. Puis je vois ça avec enthousiasme, encore une fois. C'est une campagne qui va être particulièrement longue, 39 jours. On le sait, c'est un rythme de fou, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est extrêmement exigeant. Vous êtes sécurité à la loupe, c'est amplifié par les réseaux sociaux, les nuits sont courtes. Il ne faut pas avoir trop de tâches sur son complet. Hein? Comment allez-vous vous garder en forme, maintenir votre équilibre pendant la campagne électorale? Bien, aussi étrange que ça puisse paraître, il faut être capable de faire le vide. Évidemment, je n'ai que la précédente campagne comme référence, là. Mais d'abord, je continue à me coucher tôt. Alors, j'écoute relativement peu ou pas les nouvelles. Mon équipe me donne le résumé le lendemain matin lorsqu'on se rencontre. Alors, il y a moins de choses possibles qui me trottent dans la tête pendant la nuit. C'est important de bien dormir. Donc, vous vous préservez quand même pendant la campagne. C'est ça, absolument. Tout ce qu'il pourrait y avoir d'extérieur. Oui. En entrevue à mon collègue Patrice Roy, au mois de juin, à la SRC, vous avez dit que vous n'aviez pas l'intention de faire des attaques personnelles pendant cette campagne, que vous ne voulez pas descendre à ce niveau-là. Sur les personnes. Oui, attaques personnelles. Un tel est un ci, un tel est un ça, non. Mais bien sûr, critiquer les idées, parce que la politique, c'est ça. Il faut comparer les points de vue, relever les contradictions, et mes adversaires vont faire la même chose avec moi. Donc, c'est tout à fait légitime que je le fasse aussi. Qu'est-ce que ce serait la campagne électorale idéale pour vous? Si on réussissait à maintenir ce ton tout le long, où bien sûr, on va entrer parfois en contradiction, il faut, mais où on ne glissera pas vers des trucs personnels, où on ne se qualifiera pas les uns des autres sur le plan personnel. Les débats, maintenant, pendant la campagne, on le disait il y a un instant, ça va être une longue campagne, particulièrement exigeante, mais d'autant plus exigeante qu'il va y avoir 3 débats des chefs télévisés, un le 13 septembre, un autre le 17, un autre le 20 septembre. Vous avez l'expérience des débats, vous êtes passé à travers ça en 2014, vous êtes très à l'aise dans les 2 langues. Est-ce que vous avez quand même une part de stress quand arrivent les débats? Bien, c'est sûr, c'est quelqu'un qui dirait non et vous conterait des histoires, là, parce que c'est encore une fois plein d'imprévus. Moi, j'ai pour habitude de ne pas traîner une pile de papier avec moi, de ne pas m'encombrer la tête à toutes sortes de statistiques, de chiffres et de choses qui finalement ont peu d'utilité quand on finit la soirée, de me concentrer sur quel est mon message principal, qu'est-ce que j'amène sur le débat politique. Bon, bien sûr, comme je suis le gouvernement sortant, on va m'interpeller sur le bilan, donc il faut que je réponde là-dessus. Il est bon, le bilan, ça tombe bien. Mais en plus, sur mes propositions, il faut que je sois capable de les dégager en grands thèmes et de façon assez générale. Et encore une fois, pas m'encombrer la tête avant de plein de statistiques. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Comment vous allez vous préparer? Est-ce que vous allez faire des simulations? Est-ce que vous allez avoir un entourage autour de vous, des conseillers, prendre conseil à l'extérieur? Je pense que tout le monde va faire ça. J'ai un petit groupe de mon équipe qui est spécifiquement dédié à la préparation des débats. C'est assez simple en passant de prévoir les questions, les remarques des adversaires. Il n'y a qu'à faire la revue de presse des derniers mois, puis on en a une bonne idée. Et voir comment on répond à cette question-là et comment on met de l'avant nos propositions. Le défi pour le gouvernement sortant, dans un débat, c'est de ne pas passer tout le débat à défendre son bilan, mais de chaque fois que c'est possible, et normalement ça doit être possible à chaque segment, d'introduire une proposition qu'on fait également. Votre entourage dit que vous vous levez très tôt le matin. Vous êtes particulièrement matinal, je pense 4h30. Oui, c'est mes antécédents de chirurgien et de pêcheur. Mais ça veut dire que quand vous allez faire les débats, évidemment, c'est le soir. Ça vous demande d'être très performant en soirée, alors que vous vous levez très tôt le matin. Comment vous allez concilier ça? Ces journées-là, je vais probablement prendre un petit peu de repos dans l'après-midi, mais pas trop tard dans l'après-midi, parce que si j'arrive les 2 yeux à moitié fermés, ce ne sera pas très bon. Mais trouver un moment de relaxer, là, ça va être prévu dans l'horaire. Est-ce que vous avez déjà une idée, puisque vous avez l'expérience des débats, ce que vous allez faire la journée, justement, du débat, ce qui précède, le moment qui précède le débat, dans la journée et dans l'heure précédente? Peut-être une dernière vérification de certaines informations qu'on doit avoir en tête. Mais encore une fois, je pense qu'on fait une erreur si on essaie de s'encombrer l'esprit avec toutes sortes d'informations. Et plus souvent qu'autrement, on constate, lorsque le débat se termine, que beaucoup de cette préparation-là, finalement, n'était pas si utile que ça. Ça ne servait pas, finalement, à grand-chose. J'aimerais revenir sur votre premier mandat comme premier ministre, qui a été marqué par toutes sortes de choses. Évidemment, il y a eu
départ de gens très proches, M. Hamad, Yves Bolduc. Il y a eu des compressions majeures, évidemment, dans les services de garde notamment. Il y a toutes sortes d'événements. Il y a eu des drames, l'attentat à la Mosquée de Québec, entre autres. Quel est l'événement que vous avez trouvé le plus difficile dans vos 4 ans? Le plus intense, certainement, l'attentat à la Mosquée de Québec. On parle d'un crime terrible. Plusieurs personnes perdent la vie, 6 personnes perdent la vie. Dans une ambiance, on le sait, malheureusement tendue entre les différents groupes qui forment notre société, selon la religion, selon l'origine. Et de craindre que cet élément-là, que cette horrible catastrophe mette le feu à notre société encore et réactive des débats que je trouve tellement malheureux au Québec, alors qu'on vit si bien ensemble. Et ça reste en ma mémoire. Donc, c'est quelque chose qui vous a personnellement touché de voir... Ces personnes qui sont mortes, ce sont des Québécois. Et c'est une occasion de leur redire, ce sont des Québécois. Pas des Algériens ou des Marocains, des Québécois, mais d'origine algérienne ou d'origine marocaine. Et donc, pour moi, c'était très important de manifester cette unité auprès de la population. Dans les 4 dernières années, quelle a été la décision la plus difficile que vous ayez à prendre? Les décisions les plus difficiles qu'un chef de parti ou qu'un chef de gouvernement prend, c'est lors de la formation des conseils des ministres ou des modifications au conseil des ministres, parce qu'on parle, ou des choix de candidature, tiens, parce qu'on parle directement de personnes dont certaines sont des amis, là. Et malheureusement, par la suite, ça transforme les amitiés ou même des fois, ça les rend plus difficiles. Parce qu'on doit prendre des décisions en fonction d'un intérêt supérieur, qui est celui, dans le cas du gouvernement du Québec, mais celui du gouvernement et celui de la formation politique comme chef de parti. Bon, vous parlez justement de choix de candidats. Récemment, il y a eu l'affaire François, le départ de François Ouimet, député de Marquette. Dans la foulée de ce départ-là, vous avez dit qu'il y a des décisions qui sont particulièrement difficiles à prendre parce qu'elles impliquent des êtres humains. Malgré ça, vous avez essuyé quand même pas mal de critiques. Qu'est-ce que vous retenez de ça? Bien, à quel point c'est difficile, à quel point c'est douloureux. Bien sûr, François, qui est quelqu'un que j'estime, qui a fait un bon boulot dans sa circonscription. Je sais que ça lui a fait beaucoup de chagrin. Et aussi étrange que ça puisse paraître, moi aussi. Moi aussi, je veux porter cette cicatrice, comme toutes les personnes à qui j'ai demandé de quitter le Conseil des ministres ou que je n'ai pas nommé alors qu'elles s'estimaient en droit ou susceptibles d'être nommées. Ce sont les choses qui marquent après sur le plan personnel. Est-ce qu'il y a de la place pour les émotions quand on prend des décisions en politique? Il y en a toujours. Mais il faut voir. De dire non, c'est désincarné, ça existe toujours. Par exemple, si on prend une décision dans le domaine du développement social, il faut la prendre quelque part par compassion aussi, parce qu'on ressent ou on veut ressentir ce que les gens dans le besoin ou qui ont des difficultés ressentent. Sur l'exercice du pouvoir, ça fait 4 ans et demi que vous êtes premier ministre du Québec, donc que vous présidez aux destinées du Québec. Est-ce que le pouvoir est ce que vous aviez imaginé? Oui. Quand on est ministre, membre d'un gouvernement, on voit comment tout ça fonctionne, donc je n'ai pas découvert grand-chose que je ne savais pas. Il n'y a pas eu de surprise? Non, je ne peux pas dire les détails peut-être, mais la transformation que ça a pour ma vie à moi, avec tout l'appareillage qui m'entoure constamment, vous avez pu voir ça tantôt. Tout à l'heure, quand vous êtes arrivé. Ça, c'est une grande modification, mais en fait, ce sont des décisions de politique publique auxquelles j'ai participé dans un mandat précédent avec un autre premier ministre, M. Charest, à l'époque. Alors ça, pour moi, c'est pas une surprise. Mais sur cette question de l'exercice du pouvoir, pour moi, il faut se dépouiller, et la vie m'a aidé à ça, il faut se dépouiller de toute vanité. C'est pas moi, là, c'est la fonction que j'occupe. Et la fonction que j'occupe, elle est là pour tout le monde, pour toute la population. Et je ne dois pas tomber dans le piège, encore une fois, de l'hypertrophie de l'ego ou de la vanité. Comme je vous l'ai dit, la vie a eu toutes sortes de détours pour moi et elle m'a guéri de ça. Alors, je ne suis jamais vraiment là. Et je suis parfois surpris que les gens pensent que je suis comme ça parce que je ne suis pas comme ça du tout. Bon, vous dites que la vie a eu toutes sortes de détours pour moi. J'aimerais justement parler de votre engagement en politique. Bon, on le sait, vous avez été neurochirurgien avant d'être... Exactement. 20 ans. Vous êtes entré en politique en 2003 dans le gouvernement de Jean Charest. Vous aviez donc une vie avant ça. Vous étiez un médecin très spécialisé. Vous n'aviez pas besoin de la politique pour vivre. Pas du tout. Mais vous avez toujours dit que vous avez de tous les temps été attiré vers l'engagement social. Intéressé par l'engagement pour une cause plus grande que moi. Alors, en médecine, je me suis intégré dans les groupes de la profession qui discutait, par exemple, des orientations sur le système de santé. Il y a une citation, je pense que c'est de Léonard de Vinci, qui dit « Quelque part dans la vie, il faut laisser de soi une trace qui est plus importante que les nuages dans le ciel ou l'écume sur la mer. » C'est exactement ces mots. On peut le faire de toutes sortes de façons. Il n'y a pas que la politique. On peut le faire par engagement social, implication dans des groupes communautaires, participation au débat public comme citoyen et non pas comme élu. On peut le faire comme artiste. C'est une belle façon également de le faire. Et on peut le faire par action politique. Mais quand vous avez renoncé à votre
profession de neurochirurgien, c'était clair que pour vous lancer en politique, c'était clair que vous ne pourriez pas y revenir. Ça dépend du temps d'interruption. C'est ça. Théoriquement, après 4 ou 5 ans d'interruption, après une période de recyclage, j'aurais probablement été capable de revenir, mais ce qui se produit avec les années, c'est que la période devient de plus en plus longue. Et franchement, ce ne serait pas honnête pour un patient si je rentrais dans sa chambre aujourd'hui. Je dis, écoute, ça fait quelques années que je n'ai pas fait ça, mais si ça ne te dérange pas, je vais m'essayer. Je vais vous ouvrir le scénogramme et je vais vous opérer au cerveau. Je ne pense pas que la personne signerait son consentement. Non, mais la raison principale, Esther, c'est qu'on développe tellement d'autres intérêts. Sur le monde, sur la société, sur l'économie, mais sur la culture. Moi, je suis quelqu'un de très curieux de nature, alors je me suis ouvert... J'étais déjà ouvert à plein de trucs, mais ça m'a encore plus ouvert les horizons. Et j'ai essayé dans ma vie de jamais revenir en arrière. Alors, ce que j'ai fait déjà, j'essaie de ne pas le refaire une deuxième fois. Mais quand même, c'était une grosse décision. Oui, mon comptable ne comprend toujours pas. Je peux vous dire ça. Il m'a laissé d'ailleurs après parce que... Il trouvait ça moins intéressant. Ça valait pas la peine. Est-ce qu'il y a un événement en particulier ou un moment en particulier où vous vous êtes dit, avant 2003, là, où vous vous êtes dit, ça y est, en 2003, je saute, je fais du saut? Oui, mais c'est une succession d'événements sur le même thème. Bon, les discussions sur le système de santé ont toujours été très présentes au Québec. Pas d'hier, ça va être encore le cas demain. Et moi, j'étais dans un grand hôpital universitaire avec des médecins qui parlaient du système de santé, mais toujours en se plaignant. Et en disant, bien, il faudrait qu'ils fassent ça, il faudrait qu'ils fassent ça. Pourquoi ils font pas ça? Pourquoi moi, je ferais ça comme ça? Alors, à force d'entendre ça, moi, j'aime pas la jérémiade continuelle. Je me suis dit, bien, à un moment donné, il y a quelqu'un de nous qui doit faire le geste de montrer qu'il y a autre chose dans la vie que juste des considérations matérielles, qui dit, bien, je vais aller m'impliquer pour le bien commun, pour présenter mon point de vue. Puis d'ailleurs, je pense que la plupart des gens en politique, c'est le genre de motivation qu'ils ont, parce que croyez-moi, il n'y a pas beaucoup d'autres récompenses que ça. Mais c'est exactement comme ça que ça s'est produit. Oui. Donc, vos valeurs fondamentales, quand vous vous êtes impliqué en politique, quand vous avez fait le saut en 2003, c'était quoi? C'était un engagement pour la société, mais également, je suis tombé au bon moment parce qu'en 2002, Claude Ryan avait rédigé un petit livre sur les valeurs du Parti libéral du Québec qui m'a beaucoup, beaucoup interpellé. D'ailleurs, quand je rencontre des candidats possibles aujourd'hui, la seule lecture que je leur demande de faire, c'est de lire le livre sur les valeurs du Parti libéral du Québec et voir si ça les rejoint. Et en général, quand ça les rejoint, ils sont candidats pour nous et ils s'engagent. Elles ne sont pas compliquées, hein? Les libertés individuelles, l'équilibre entre le développement économique et la justice sociale, entre la démocratie et la société civile, entre l'identification au Québec et l'appartenance canadienne, et celle que les jeunes nous ont donnée, l'équité envers les générations. Ça, c'est des choses qui me rejoignent, l'ensemble, pas une ou deux, l'ensemble me rejoint beaucoup. Donc, les valeurs qui ont fait en sorte que vous êtes engagés à l'époque, en 2003, sont restées les mêmes aujourd'hui? Les mêmes, oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ça traverse les époques. D'ailleurs, dans les époques, dans les valeurs de notre parti, la seule qui a été ajoutée récemment, c'est celle des jeunes sur l'équité entre les générations. Et ensuite, tu dois poser des gestes qui correspondent à ces valeurs-là. Alors, par exemple, sur l'équité entre les générations, pas laisser la carte de crédit du Québec pleine, c'est de faire preuve d'équité. Diminuer la dette, c'est faire preuve d'équité envers la prochaine génération. Régler la question des clauses orphelins dans les conventions collectives, c'est également un autre exemple d'équité entre les générations. Pour la raison que moi, je me souviens très bien de l'époque de ma jeunesse où on faisait tellement de trucs au Québec, le métro, la baie James, les Olympiques. On disait que dès qu'on avait une idée, on pouvait la mettre en place. Alors que par la suite, la situation a fait en sorte qu'on a perdu beaucoup de liberté d'action et de levier, notamment à cause de notre situation financière. J'allais vous demander si vous avez eu des maîtres à penser, des personnages qui vous ont inspiré. Est-ce que, donc, Claude Ryan est un personnage qui vous inspire? Est-ce que vous en avez d'autres? Dans notre cercle politique, certainement. Mais le premier ministre de l'histoire du Québec, j'admire beaucoup, avec Jean Lesage, c'est Adélard Godbout. Pourquoi? Parce que c'est l'exemple même du courage politique. Adélard Godbout, donc entre 39 et 44, ou 40 et 44, rappelons-le, est celui qui, enfin, et le Québec a été la dernière à le faire, j'aime pas dire accordé parce que c'est normal, mais a reconnu le droit de vote des femmes. À l'époque du Québec des années 40, c'était pas évident. A pensé à l'éducation universelle, a inauguré, a créé Hydro-Québec. Et surtout, et c'est ça qui l'a fait perdre son élection, et parfois il est glorieux de perdre une élection sur des enjeux comme ça, a dit aux Québécois de l'époque, qui s'appelaient eux des Canadiens français, si on se souvient de l'époque, il y a un barbare du nom de Hitler qui veut anéantir la race humaine. Il faut réagir, on ne peut pas rester en dehors de ça. Et il a eu le courage, alors qu'il y avait tout le débat sur la conscription, de se prononcer en faveur d'un engagement du Canada et des Québécois, Canadiens, Français dans la lutte contre le nazisme. Et pour ça, entre autres, il a perdu contre Duplessis après. Et pour son engagement pour l'éducation universelle, et pour son engagement social. Et pour moi, c'est un grand exemple de courage politique. Qui sait ce qui serait arrivé, Esther, s'il avait eu un deuxième mandat? Beaucoup de gens ont dit que si Adélard Godbout avait eu un deuxième mandat, la Révolution tranquille, c'est là qu'elle aurait commencé.
à la fin des années 40. D'ailleurs, il y avait refus global, ça bouillonnait déjà dans la société du Québec. Ouais. Mais il y avait également une sorte de chape de plomb là, qui empêchait ces idées Toujours à de l'époque, surface. effectivement. Donc, ça a été une grande source d'inspiration Ouais, pour OK vous. pour les personnages, Oui. disons, de chez nous. Là. Bon. L'image publique maintenant en politique. Vous savez, quand on demande aux politiciens de parler de leur image publique, plusieurs se plaignent que ce n'est pas en phase avec la réalité. Ouais. Vous avez été 5 ans et 3 mois ministre de la Santé. Vous êtes depuis 4 ans et demi premier ministre du Québec. Ça fait presque 10 ans que vous êtes en politique. Comment expliquez-vous le fait que les Québécois ont le sentiment de ne pas vous connaître? Peut-être parce que je suis de nature quelqu'un de réservé. C'est un grand secret. Beaucoup de gens qui font, par exemple, du théâtre ou des humoristes sont en fait de grands timides. Moi, foncièrement, je suis quelqu'un de timide. Je ne suis pas quelqu'un qui va m'imposer auprès des gens pour aller les voir puis briser leur conversation ou m'imposer dans leur groupe, ce qui est complètement le contraire de ce qu'on fait quand on est en politique. Alors, ça, c'est une nature. Puis je crois que les gens ont cru que c'était de la froideur ou une sorte de snobisme, alors que c'est pas ça du tout. C'est uniquement cette timidité qui est en moi. Et je me suis dit un jour, on m'a dit, et je me suis dit, écoute, ton métier, c'est de voir les gens puis de parler aux gens. Il faut que tu ailles vers les gens davantage. Il faut que tu montres davantage qui tu es. Exactement ce qu'on dit là. Maintenant, on n'a pas besoin de tout montrer. Chacun doit avoir son jardin secret et sa vie privée. Il ne faut pas non plus se faire devenir une sorte de créature de paparazzi. Là. Ça, jamais je serais capable de faire ça. On va être complètement formaté. Mais ce que j'ai appris également dans les dernières années de mon mandat et qui m'a changé beaucoup, c'est lorsque je parle en public ou lorsque je parle au public, de laisser davantage parler mon cœur. Ma tête a toujours beaucoup parlé pour moi. Je suis quelqu'un d'intellectuellement, je crois, assez doué, je pense qu'on peut le dire. Merci mes parents en passant. Mais sur le plan le fait de communiquer ce qu'on ressent, j'ai eu un retard à reprendre. Je n'avais pas été élevé comme ça. Alors... C'était pas un naturel. C'était pas un naturel. Mais il ne faut pas le simuler non plus, parce que la population, ils sont très intelligents. Si quelqu'un essaie de se faire un personnage qui n'est pas le sien, il le décode immédiatement. Alors, ce que je suis maintenant devant vous, c'est qui je suis vraiment dans la vie. La différence, c'est qu'avant, j'aurais peut-être pas voulu vous le montrer, et maintenant, je crois que c'est important que je vous le montre. Quand on lit sur votre parcours, il y a toujours des qualificatifs qui reviennent sur vous. Bon, Philippe Couillard, c'est un premier de classe, il est très brillant, il est cultivé. On dirait que depuis votre enfance jusqu'à votre entrée en politique, vos premières années en politique, vous avez toujours impressionné tout le monde autour de vous. Ce qui n'est pas une bonne chose. Bien, en fait, c'est là que je m'en vais, justement, parce qu'aujourd'hui, quand on demande aux gens, bon, qu'est-ce que vous pensez de Philippe Couillard? Les gens disent, bien, il est distant, il est cérébral, il ne connecte pas vraiment avec le monde. Pourquoi pensez-vous qu'on a changé notre perception de vous en fil de route? Bien, j'espère qu'elle s'est améliorée, parce que je fais beaucoup d'efforts pour être qui je suis vraiment. Si vous parlez à mes enfants, les gens qui me connaissent, puis j'ai relativement peu d'amis. Dans ce métier, on ne peut pas avoir beaucoup de véritables amis. Mais les gens qui me connaissent bien savent que je suis comme je suis là. C'est ma véritable nature. Bon, pourquoi ça s'est produit comme ça? C'est la nature même de la politique, de l'échange politique, puis pour les influences également que j'ai eues de mon côté. Et j'ai appris et j'ai décidé d'être beaucoup plus ouvert sur le plan de ce que je ressens également. Je pense que c'est important. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Vous savez que les partis politiques font des focus group. Oui, des groupes cibles. Des groupes cibles où on rencontre des gens, puis on leur pose des questions sans nécessairement identifier qui... Et l'attitude différente des femmes et des hommes m'a vraiment, vraiment, vraiment interpellé. C'est-à-dire? Alors, les hommes, eux, ils veulent savoir comment l'histoire finit. C'est quoi le résultat? Qu'est-ce qu'on fait? Les femmes disent, comment tu es arrivé là? C'est quoi le processus? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu arrives là? C'est très différent comme perception. Et j'essaie maintenant de donner plus de réponses à cette question-là. Comment on est arrivé à cette décision-là ou cette politique publique particulière? Oui, c'est ça. Que les gens, finalement, viennent un peu plus vous connaître, plus vous comprendre. Pas complètement, parce que, vous savez, il y a toujours le filtre des médias et tout. Est-ce qu'il y a une critique à votre égard que vous trouvez particulièrement difficile? Bien, c'est un peu ça. Hein? C'est que, évidemment, porter des jugements personnels sur les gens qu'on ne connaît pas, finalement. Bien, peut-être parce qu'on ne les connaît pas, tout ça tourne en rond. Ça, je trouve ça dommage. Mais vous savez ce que vous disiez tantôt sur le fait que, bon, j'ai quand même assez bien réussi certaines choses dans ma vie. La rançon de ça, c'est que les gens pensent que c'est tout facile. À toutes les étapes de ma vie. Que ce soit à l'école, que ce soit comme dans mon métier de chirurgien, que ce soit même en politique ou maintenant. Ah oui, mais c'est facile. Pour lui, regarde, ça n'a pas l'air trop difficile. On a toujours eu l'impression que tout vous réussit. Bien, et cela, la rançon de ça, c'est que c'est très dur. On n'a rien gratuitement dans la vie. J'ai travaillé énormément, moi, pour accomplir tout ce que j'ai accompli dans la vie. Et j'ai eu à faire face à plusieurs obstacles et plusieurs défis. Mais les gens ont l'impression que tout ça me vient naturellement, donc finalement, il n'y a pas d'effort. Mais il y a un énorme effort.
Ne serait-ce que sur le plan politique, quand on rétablit l'équilibre budgétaire d'un État comme le Québec qui était si menacé, c'est facile un jour de dire « c'est trop dur, toutes ces critiques, les manifestations, non, il faut que j'abandonne ». Non, c'est pas facile, ça ne vient pas tout seul. Il n'y a rien qui arrive tout seul. Et ça, c'est important de le dire. La famille, maintenant, les sacrifices. J'ai fait une série documentaire il y a quelques années, oui, je me souviens, oui. Dans laquelle j'ai rencontré plusieurs politiciens. J'ai été à même de constater combien la politique, c'est un sacrifice qu'on s'impose évidemment à soi-même, mais aussi à sa famille. Plus pour la famille. Oui. Comment vous conciliez ça, votre engagement politique, avec le sacrifice que ça impose à vos proches? C'est deux époques différentes. La première époque où j'étais ministre, nous étions, Suzanne et moi, une famille recomposée. Oui. Beaucoup de Québécois qui nous écoutent sont dans cette situation, avec 5 ados en même temps à la maison. C'est du sport. Mais imaginez, on connaît tous les défis d'une famille recomposée. Alors déjà, ça, c'est une époque où c'est vraiment pas facile. Puis l'époque actuelle, bien, les enfants sont grands, ils ont leur vie, on a des petits-enfants, c'est pas du tout la même chose, mais les conjoints ou conjointes de gens politiques vivent des épreuves considérables. Les paroles dures et blessantes qui sont prononcées, écrites, les rejoignent directement. Et plus quand c'est des enfants à l'école, par exemple, mais c'est plus mon cas. Mais on ne veut pas que celui ou celle qu'on aime se fasse traiter comme ça. Alors, dans mon cas, c'est important de dire, bien, écoute, ça fait malheureusement partie de ce que je fais. Il faut réussir à passer par-dessus ça, puis voir... J'aime toujours utiliser l'expression du mouvement des droits civiques américains. Keep your eyes on the prize. Il y a toutes sortes de trucs qui se passent, là, mais il faut aller à la destination. Puis le but, moi, je connais le but. Je connais le genre de Québec que je veux laisser derrière moi, et c'est ça que je regarde. Votre conjointe, Suzanne Pilote, a la réputation d'être une femme très authentique. Oui. On ne lui fait pas faire ce qu'elle ne veut pas faire. Non. Et, on ne lui fait pas dire ce qu'elle ne veut pas dire. Non, exactement. Et elle dit ce qu'elle pense. Elle a vraiment son franc-parler. Directement. Et elle le dit ouvertement, elle n'aime pas ça, la politique. Non. Elle ne trouve pas ça édifiant. À cause de la méchanceté. Oui, elle ne trouve pas ça édifiant. Mais c'est à cause de ça. Oui. Est-ce que c'est d'autant plus difficile pour vous de lui imposer votre rythme, votre vie? J'essaie de ne pas lui imposer, parce qu'elle a la générosité, elle a une générosité immense, puis elle réussit à s'adapter à ça. Mais c'est ça qu'elle n'aime pas. Elle n'aime pas ça dans le jeu politique. Ça la surprend et ça lui fait toujours de la peine. Et je pense, même à la rigueur, pas juste quand c'est moi. Quand elle voit d'autres se faire traiter également, ça l'attriste beaucoup. Oui, c'est un spectacle ou c'est une dynamique à laquelle elle n'adhère pas? Blesser les gens. Pourquoi il faut blesser les gens? Bon. Quand on est politicien, j'imagine qu'on pense aussi à la place qu'on veut avoir dans l'histoire. Vous, lors d'une entrevue à la presse canadienne récemment, vous avez dit, et là je vais vous citer, que vous aimeriez que les gens se souviennent de vous comme celui qui aurait préparé le terrain pour que la nouvelle génération soit en mesure de relever les défis du 21e siècle. Voilà. Est-ce que vous pensez souvent à l'après-politique? Vous voulez dire pour ma vie personnelle? Oui. Bien, j'essaie, comme je vous l'ai dit tantôt, le moins possible. Là. La vie trouvera une solution pour moi. Je ne suis pas inquiet. Mais sur si vous parlez de la trace qu'on laisse, j'essaie de le faire, mais pas trop. Parce que si on le fait trop, ça peut être risqué. Ça peut nous faire des choses qui ne sont pas nécessaires ou prioritaires pour la population, parce que c'est important pour nous personnellement, pour notre ego. Alors, je suis très, très prudent avec ça. De sorte que lorsque je parle de la prochaine génération, là, c'est vraiment très profond en moi. Si on réussit bien dans un poste d'autorité, on rend notre successeur encore meilleur. C'est toujours ça que je veux dire. C'est ce que vous visez. C'est ce que j'ai dit quand j'ai quitté le poste de ministre de la Santé. Si j'ai bien réussi, mon successeur va être meilleur que moi. Si notre gouvernement a bien réussi, les prochains gouvernements seront encore meilleurs que le nôtre. Et tout le temps, toujours, jusqu'à la fin du siècle. Vous dites que vous ne pensez pas encore à l'après-politique sur le plan personnel. Qu'est-ce que vous faites pour vous distraire, juste pour me donner une idée? Moi, je suis un pêcheur. Pêche à la mouche. À la mouche, puis également sur le lac Saint-Jean. Malheureusement, j'ai perdu mon bateau, là. On a vu ça dans les jours. Triste épisode. Je lis énormément. Des livres qui n'ont rien à voir directement avec l'actualité politique. Qu'est-ce que vous lisez, par exemple? Actuellement, je lis l'histoire de ce qu'on appelle, en anglais, ils disent « The Great Game », c'est-à-dire c'est la guerre diplomatique et secrète entre... riez pas, là, entre la Russie et la Grande-Bretagne au 19e siècle pour contrôler le passage de l'Asie centrale vers l'Inde. Là, vous décrochez pas de votre image de gars très sérieux. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme quand mes parents me donnaient des livres comme ça, j'étais content. J'aime ça, lire ça. Je me passionne pour ça. Alors, je ne suis pas pour faire semblant que j'aime pas ça. J'aime ça. Vous aimez ça. Est-ce que vous lisez des romans québécois des fois? Je lis des livres québécois. J'ai beaucoup aimé Dany Laferrière également. Michel Tremblay, récemment, j'ai lu un truc que je ne connaissais pas de lui, Un ange cornu avec des tôles, dans lequel il raconte littéralement les débuts de son éveil littéraire comme adolescent ou jeune adulte. J'ai trouvé ça très, très bien. Mais je lis énormément d'essais, c'est-à-dire de non-fiction. Dany Laferrière, j'aime beaucoup, beaucoup.
Oui. Qu'elle est formidable. On sait que vous aimez beaucoup la musique aussi. Est-ce que vous écoutez de la musique québécoise des fois? Oui, les chansonniers. Moi, ce que j'aime beaucoup dans notre chanson, c'est ce que j'appelle les grands innovateurs. Le plus grand innovateur pour moi, c'est Charles Lebois. Parce que je suis assez âgé pour me souvenir de son arrivée sur la scène. Il arrivait de Californie. C'était avant un chansonnier assez traditionnel. Et il est revenu avec les sons de la Californie puis du 20e siècle. Par la suite, il y en a d'autres. Actuellement, dans notre époque, moi, j'aime beaucoup, mais évidemment, j'ai l'air vieux parce que les jeunes sont ailleurs déjà là. Daniel Bélanger, je trouve que c'est quelqu'un qui fait des trucs comme on n'a pas fait auparavant. Jean Leloup. Moi, j'aime beaucoup Jean Leloup, la façon dont il approche ses textes. Il y a des très belles paroles dans la chanson québécoise, puis c'est pas tous des gens qui me sont favorables politiquement, j'en suis conscient. Prenez Paul Piché, par exemple. Ouais. Il a écrit une chanson qui s'appelle L'Escalier, qui pour moi est une des plus belles chansons québécoises qui a jamais été écrite. C'est une chanson vraiment écrite, oui. Et puis également Félix Leclerc, que j'aime encore beaucoup entendre. Si vous êtes réélu le 1er octobre, quelle va être votre première décision, votre premier geste le matin du 2 octobre? Le matin du 2 octobre, je vais essayer de dormir un peu plus longtemps. Mais disons, en début d'après-midi, là. Ouais, ben, non, mais votre première décision, je vais appeler mes collaborateurs. La première chose qu'on doit faire, c'est commencer le redémarrage du gouvernement. Ouais. Autant sur le plan du gouvernement lui-même, donc penser à la formation d'un nouveau Conseil des ministres, commencer à penser à ça. Quand est-ce qu'on rappelle le Parlement pour compléter et débuter l'étude des projets de loi qui sont restés soit non adoptés, qu'il faut remettre sur le programme. Et également se faire un plan. Moi, j'aime avoir un plan de mandat. Ouais. Ce dont je suis très fier, c'est que mon plan de 2014, je l'ai vraiment appliqué. Si on relit mon discours inaugural de 2014 et que vous voyez le parcours qu'on a accompli, c'est presque rigoureusement ça qui s'est passé. Alors, je veux qu'on ait le même truc pour notre deuxième mandat. Au lendemain de votre élection, votre premier geste envers Ottawa, envers Justin Trudeau? Bien, il va certainement me téléphoner, quel que soit le résultat, mais advenant la réaction qu'on souhaite, c'est certain qu'il y a des dossiers qu'on va toujours vouloir continuer à poursuivre avec eux. Il y a des dossiers ponctuels. Comme par exemple tout ce qu'on fait sur les infrastructures ou sur les entreprises québécoises qu'on aide ensemble. Et pour moi, il y a la grande question, quand même toujours importante, de la place du Québec dans le Canada et de la reconnaissance de la place spécifique du Québec dans le Canada, incluant la fameuse notion de société distincte. Alors je sais que Justin, à qui je parle parfois de ça, n'est pas trop là, mais je considère que c'est mon devoir de lui en parler chaque fois que j'ai l'occasion de le faire. Dernière question, donc je termine là-dessus. Si vous étiez, en fait, vous avez dit à plusieurs reprises pendant votre mandat qu'il fallait faire le ménage des finances publiques. C'est fait. Pour que, donner au Québec les moyens de ses ambitions. Si vous étiez dans le salon d'une famille québécoise et qu'un des membres vous demandait justement où est-ce que vous voyez le Québec dans 20 ans, en 2038, qu'est-ce que vous répondez? Probablement une des 5 nations les plus prospères d'Amérique du Nord. Mais pas uniquement prospère, instruite, très instruite, encore plus qu'on l'est maintenant, innovante, et respectueuse de l'environnement, ouverte, si vous voulez utiliser l'expression. C'est là que je nous vois. On a tous les outils au Québec pour profiter du 21e siècle. Cette nouvelle économie qui est devant nous, c'est l'économie du savoir. On a des universités, des collèges, des écoles extraordinaires. C'est les nouvelles technologies. On est un pôle en intelligence artificielle. C'est les nouvelles énergies renouvelables. On est déjà des leaders en hydroélectricité. On peut faire plein d'autres projets avec les énergies renouvelables. Je pense qu'on va être... Et j'oubliais l'essentiel également, au moins aussi important pour moi, demeurer la société la plus équitable d'Amérique. Parce que même si on parle de finances publiques et d'économie, si vous regardez les inégalités sociales en Amérique du Nord, le Québec fait très, très, très bonne figure. Alors, je voudrais qu'on soit à la fois prospère, instruit, innovant, vert et équitable. Pour moi, c'est important. C'est là que vous voyez le Québec en 2038. Voilà. Merci beaucoup, M. Couillard. Bonne campagne électorale. Ah oui. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci.